devait manifester une certaine neutralité morale ou politique ou économique. Enfin, il ne devait pas prendre des positions politiques, ne devait pas s'engager véritablement dans son discours, mais devait plutôt viser à avoir le discours le plus objectif et le plus neutre possible, tant qu'une telle neutralité est possible et existe. Ou, et ça c'était sans doute, c'est ce qu'on s'entend en arrière-fond, la position d'Olivier de Schutter lui-même, où la scientificité de l'expert suppose justement un engagement plus politique et plus moral pour finir, et donc le renoncement à cette idée d'impartialité et de neutralité scientifique. Donc voilà, ça c'est une autre question qui a été soulevée, qui se pose évidemment plus pour les sciences de la nature que pour les sciences humaines, parce que c'est plus difficile de défendre l'idée que quelqu'un en sciences humaines défendrait une posture objective ou neutre ou axiologiquement impartiale. Enfin, il y a des gens qui cherchent à développer des théories comme ça, des théories de la justice impartiale, des choses comme ça. On peut vite avoir des soupçons sur ce genre de prétention. En tout cas, moi personnellement, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais dans les sciences de la nature, ça se discute plus évidemment, parce que ce que c'est pas, c'est ce qu'il disait, ce qui donne du crédit à un discours comme le sien, d'Éric Lambin, c'est précisément que les gens ne sentent pas une couleur politique. S'ils sentaient une couleur politique, il y a déjà tout un pan d'interlocuteurs qui n'écouteraient même plus ce qu'il a à dire. Donc effectivement, là c'est une vraie question, quoi. Quelle est l'attitude ? Alors donc aujourd'hui nous allons... Oui. Une question sur l'éclaircissement. Donc on dit à propos des besoins, capitalisme a pour vocation de combler les besoins. Est-ce qu'on pense uniquement aux besoins du consommateur, ou alors quand même le capitalisme, sa première vocation, c'est de fournir des dividendes aux investisseurs? Est-ce que ça s'est mis dans les besoins, des envies? Il manque le point d'interrogation. Ici, il manque le point d'interrogation. On pourrait dire que c'est une affirmation que je mets là, mais ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Est-ce que tu distingues les besoins du consommateur et des besoins d'accumulation de l'investisseur, ou est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose, on pourrait problématiser dans les deux cas, mais dans le débat, il me semble que ce dont on parlait, c'était surtout des besoins des consommateurs. Enfin, que quand une innovation se faisait sur le plan des industries, c'était forcément parce qu'il y avait un besoin qui, grâce à cette innovation, allait être comblé chez les consommateurs. Alors un point d'interrogation est effectivement une bonne chose. Donc un point d'interrogation est effectivement une bonne chose. Alors donc aujourd'hui, nous accueillons Corentin Rousseau. Merci beaucoup d'être là et d'avoir assisté aussi aux séances précédentes, qui a donc fait un master en écologie, spécialisé en biodiversité. Alors ici, je ne suis pas sûre d'avoir hyper bien compris, mais donc tu travailles à l'UCL dans le cadre d'une plateforme européenne de recherche, c'est ça? Voilà, oui. Donc ça tu nous expliqueras peut-être, moi ça m'intéresse. Donc c'est une infrastructure européenne où chaque pays peut contribuer, et ce serait une base de recherche sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc c'est surtout de la fusion de bases de données et vraiment fournir des données et des outils aux écologistes et aux modélisateurs pour qu'ils comprennent plus en détail le déclin de la biodiversité, mais aussi des relations écologiques. Voilà. Donc c'est un peu le même principe que le GIEC, mais pour la biodiversité et au niveau européen, quoi. C'est ça? Oui, en gros, oui. Mais c'est plus, on va dire, comme le... C'est recenser de l'information, quoi. C'est vraiment accumuler intégrer toute l'information qu'on a au niveau européen pour la fournir ensuite et fournir des outils aussi d'analyse. Voilà, mais c'est en construction encore cette plateforme, donc on verra dans le futur ce que ça donnera. Ok, super. Donc il est aussi membre de l'ASBL Jeunes et Nature et représentant francophone d'une ONG géorgienne qui s'appelle SABCO. Et donc ça c'est peut-être la spécificité de son profil par rapport aux autres interventions qu'on a ici dans le cadre du GRIS, c'est que ici toi tu es explicitement vraiment passionné de la nature. Je trouve ça chouette que tu l'aies mis dans le texte que tu m'as envoyé, parce que justement ça repose un peu la question, est-ce que pour être expert dans un domaine comme celui de la biodiversité il faut être impartial, ou est-ce que finir l'amour de la nature ou des animaux peut être aussi quelque chose qui est un gage de qualité scientifique, en tout cas en termes de motivation, etc. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une autre façon de penser cette même question. Et donc spécialement les oiseaux, les mammifères et leur protection. Et tu fais de la sensibilisation des jeunes au respect de la nature. Voilà. Donc l'exposé que tu vas nous présenter, c'est l'érosion de la biodiversité et la sensibilisation des jeunes aux problèmes environnementaux. Merci beaucoup, on t'écoute. Merci. Ah mais voilà, qui dépasse.
Il y a une télécommande pour le... Donc c'est FNF7. FNF7. Général, ouais. Ça dépend des lieux. Mon écran est devenu noir. FNF5. Ah. Et donc, comme Charlotte l'a dit, je vais vous présenter l'érosion de la biodiversité et la sensibilisation des jeunes, des citoyens aux problèmes environnementaux. Donc, comme on a un petit comité, je pense qu'il ne faut pas hésiter à interrompre si vous ne comprenez pas certains termes ou certaines idées. Donc, mon exposé aura 3 grandes parties. Tout d'abord, je vais vous présenter la diversité du vivant. Ensuite, l'érosion de la biodiversité, les indicateurs de déclin, les causes de ce déclin, les solutions déjà envisagées, et puis je vais plus parler de l'éducation relative à l'environnement, en expliquant 2 exemples, donc Jeune Nature et Sabuco, donc une ONG en Géorgie, donc dans le Caucase. Vous en saurez plus. Donc, tout d'abord, la diversité du vivant. Vous savez tous certainement qu'il existe de très nombreuses espèces sur Terre. Donc, comme je suis passionné par les oiseaux, j'ai mis une espèce d'oiseaux. Donc là, c'est des espèces. Une espèce, c'est un groupe d'individus qui sait se reproduire entre eux et de donner naissance à une descendance fertile. On parle aussi de diversité génétique. Donc, chaque individu produit des protéines. Et pour chaque gène, il peut avoir différentes versions de protéines, donc différents allèles. Et la diversité génétique prend en compte justement cette diversité en allèles. Je vais expliquer après pourquoi elle est importante. Et donc un ensemble d'espèces en interaction entre elles et avec son milieu donne les écosystèmes. Donc si on a des milieux avec des conditions environnementales similaires à un endroit donné, si quelques kilomètres plus loin on a ces mêmes conditions, on aura souvent les mêmes écosystèmes. Donc par exemple une hêtraie, comme dans le bois de Lozelle, on peut la retrouver un peu partout en Belgique si on a les mêmes conditions environnementales. Donc voilà pour une introduction à la diversité du vivant. Donc la vie est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années. Et depuis, la biodiversité n'a fait qu'augmenter grâce aux mécanismes décrits dans la théorie de l'évolution. Mais il y a 500 millions d'années, on a vraiment eu une explosion de la diversité. Puis la vie est sortie de l'eau il y a 350 millions d'années environ. 250 millions d'années, la naissance, l'apparition des mammifères. Il faut savoir aussi que la diversité n'est pas distribuée de manière homogène sur la Terre. Donc ici, c'est une carte représentant 1,4% des surfaces terrestres, où on retrouve 44% des plantes vasculaires, donc les plantes, toutes les arbres, toutes les plantes à fleurs, tous les conifères, etc. 35% des 4 groupes de vertébrés terrestres, donc oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens. Donc c'est vraiment des hotspots de biodiversité, souvent parce que le milieu est plus stable au cours des temps géologiques, et aussi parce que les températures et précipitations sont vraiment favorables aux réactions chimiques qui se passent dans les êtres vivants, donc au métabolisme. Donc certains, pour protéger la biodiversité, disent qu'il faut investir énormément dans toutes ces zones où il y a vraiment... on va vraiment protéger beaucoup plus d'espèces en protégeant ces zones qu'en protégeant par exemple la Sibérie où il y a beaucoup moins de diversité.
Donc ici, c'est quelques chiffres. Il y a environ 8,7 millions d'espèces vivantes, selon les estimations. Pour le moment, on en a décrit environ 14%, donc 1,23 million. Donc il reste quand même beaucoup d'espèces à découvrir. Il y a, selon l'estimation, 7,7 millions d'espèces animales, environ 1 million décrites, et la majorité sont des insectes. Et les vertébrés représentent vraiment une toute petite part, moins de 1%. Les espèces végétales, environ 300 000, et ensuite beaucoup d'espèces de champignons, moisissures et de petits... Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a 1 million d'espèces qui sont végétales ou champignons et tout le reste c'est animal. La majorité des espèces vivantes sur Terre, c'est des espèces animales. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut savoir combien, enfin si on n'en connaît que 1 million, comment on peut savoir qu'en tout il y en a 8 millions? Oui, Bonne question. Mais donc on a fait différentes estimations. On a donc c'est une grande question des biologistes d'estimer la diversité sur Terre. Et par exemple, on va il y a des milieux qui sont très pauvres, comme la Sibérie, comme on l'a vu, où là on sait vite recenser toutes les espèces. Et puis par exemple dans les forêts tropicales ou dans les milieux plus riches, on prend certaines zones de manière aléatoire, on essaye pas de décrire chaque espèce, mais de devoir avoir un proxy de cette diversité, et puis on essaye d'étendre au reste de la planète. Et donc il y a encore 10 ans, on disait qu'il y avait entre 5 et 100 millions d'espèces, et il doit y avoir une erreur de peut-être 1 million sur ces 8,7, mais là tous les biologistes s'accordent à dire qu'il y a environ 9 millions d'espèces sur Terre. Mais aussi, les espèces sont parfois difficiles à définir. Donc on est une espèce d'oiseau, les individus se reproduisent entre eux, c'est facile. Mais une fois qu'on a juste un individu, enfin une espèce qui est unicellulaire, c'est beaucoup plus difficile à définir l'espèce à ce moment-là. Et donc ça devient plus complexe d'estimer ce nombre d'espèces. Mais dans les espèces pluricellulaires, on aurait environ 9 millions d'espèces. Et si c'est principalement des insectes alors, c'est ça? Oui, donc sur les 9 millions, il y aurait au moins 5 millions d'insectes. Donc j'ai parlé de diversité génétique au début. Donc on sait que plus il y a d'individus et plus la population est stable depuis longtemps, plus il y aura de diversité génétique parce que les mutations s'accumuleront dans la population et créeront de nouveaux allèles, de nouvelles protéines, parce que chaque allèle donnera une protéine partiellement différente, mais un tout petit peu. Et donc ces nombreuses protéines, pour un même gène, permettront aux individus, à la population, d'être plus adaptés s'il y a un changement donné. Donc par exemple, on aurait une protéine pour dégrader un type de sucre quand on se nourrit. Si ce type de sucre vient à changer parce que la plante qu'il produit a muté ou autre, si on a plus de gènes dans la population d'individus, on aura plus de chances de s'adapter que si on est vraiment si on a tous le même allèle, mais on n'aura quasiment aucune chance de s'adapter à ce changement. La diversité spécifique est importante dans les écosystèmes, car plus il y a d'espèces, plus il y aura d'interactions dans l'écosystème, et plus il sera résilient. Donc, s'il y a un ou quelques changements, les fonctions de l'écosystème resteront plus ou moins stables, comme on peut le voir sur cette petite figure. Donc, par exemple, ici, si on a une pelouse à fleurs, si une espèce de fleur disparaît, il y aura toujours la production végétale sera toujours importante, il y aura toujours des pollinisateurs, des insectes, des oiseaux, etc. Et donc on a une résilience assez élevée, plus on a d'espèces. Donc voilà pourquoi la diversité spécifique est importante pour avoir des écosystèmes vraiment résilients au changement. Donc la biodiversité a vraiment augmenté au fil des temps géologiques, mais il faut savoir que les espèces apparaissent et puis disparaissent. Elles ne disparaissent pas nécessairement parce qu'il y a une extinction, mais parce qu'elles se sont transformées en une autre espèce au cours du temps. Donc une espèce, par exemple, qui est née ici, disons il y a 5 millions d'années, elle va accumuler des changements au cours du temps, et elle sera différente de l'espèce ici, mais elle sera
il y aura pas une extinction, je sais pas, du loup, il n'aura pas disparu, mais il se sera transformé au fil du temps pour donner une autre espèce après quelques millions d'années. Qu'est-ce qui fait que ça vient légalement, c'est une autre espèce, si c'est une évolution continue? Là, c'est très difficile à dire parce que souvent on regarde une espèce au temps T. Donc maintenant, par exemple, on dit ah ben voilà, les loups savent se reproduire entre eux et donner naissance à une descendance fertile. Mais quand on a des fossiles, par exemple, on a vraiment dur à dire, comme c'est un continuum, à mettre une limite, tout à fait. Et donc là, c'est souvent sur des critères plus morphologiques, mais c'est souvent en fait, on va plus classer les groupes d'espèces et on va pas aller au niveau spécifique. On va plus regarder par exemple les familles, l'évolution des familles, et pas nécessairement parce que c'est pas possible de. Les familles, c'est un groupe d'espèces. Voilà. J'ai une question aussi. Il n'y a pas des espèces qui, je sais pas, moi j'avais entendu que par exemple les méduses ou certaines espèces avaient pas tellement changé quoi depuis. Mais parfois morphologiquement, elles ne changent pas. Donc il y a des poissons comme les sélacantes, on dit des espèces fossiles. Et donc elles en effet, elles sont très similaires à des individus présents il y a quelques millions d'années, ou même dizaines de millions d'années. Mais c'est pas parce qu'ils sont morphologiquement similaires qu'ils sont identiques. Par exemple, il y a beaucoup de réactions métaboliques internes, de dégradation des sucres, de protéines, de graisses, qui sont différentes. Et donc, c'est des poissons qui ont vraiment, ou des espèces qui sont vraiment très similaires aux espèces plus anciennes. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont identiques. Elles sont juste identiques morphologiquement. Mais il y aura toujours des différences, quoi. Il n'y a aucune espèce qui a traversé les âges, qui est restée la même. Ben, morphologiquement, elle est restée la même. Et parfois, il y a des espèces plus stables, donc ils vont peut-être vivre plus de 10 millions d'années, 20, 30 millions d'années. Il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais la plupart du temps, il y aura de toute façon des mutations qui ne seront pas nécessairement bénéfiques ou négatives. Elles seront juste hasardeuses. Elles vont s'accumuler au fil du temps. Et donc, l'espèce va se modifier. Et donc elle sera différente juste par le fait d'accumulation de mutations. Et donc comme les espèces apparaissent et disparaissent, la plupart des espèces ayant déjà existé depuis 3,5 milliards d'années ont disparu maintenant. Parce que... Donc aussi au cours du temps, des temps géologiques, on a des grandes extinctions massives. Donc souvent on cite 5 extinctions massives, donc ici en rouge, donc c'est vraiment des moments de quelques centaines à milliers ou millions d'années où on a des extinctions vraiment très importantes, donc vraiment énormément d'espèces, jusqu'à 90% qui disparaissent. Donc ici sur le graphe, on a les millions d'années, donc 542 millions d'années à nos jours. Et ici on a l'extinction des genres. Donc les genres, c'est des groupes d'espèces, donc on a les espèces, les genres et les familles. Donc par exemple, quand on dit une mésange, il y a les mésanges bleues et les mésanges charbonnières. Les mésanges forment un genre, et la mésange bleue et charbonnière, les espèces. Ok? Les moineaux, il y a différentes espèces de moineaux, et l'ensemble des moineaux forment un genre. Et la famille? Et la famille, ce sera les passereaux, par exemple, qui regrouperont les mésanges et les moineaux. Donc voilà, on a vraiment une hiérarchisation. Et donc ici, comme c'est très difficile d'identifier les espèces, elles forment un continuum, on a pris le groupe des genres et on a regardé, ah ben tiens, là on a une extinction de 35% des genres en très peu de temps. C'est quoi en fait qui est représenté sur la... Donc ça c'est, en bleu, c'est les extinctions des genres en pourcentage. Donc là il y avait par exemple, je sais pas, 100 000 genres, il y a 30%, 35% des genres qui ont disparu en un temps très faible. Et donc, on a ces extinctions massives qui sont visibles dans les couches terrestres. Donc, les paléontologues regardent les fossiles et voient qu'il y a un groupe d'espèces, ou de très nombreux groupes d'espèces qui ont disparu de manière très rapide. Donc, par exemple, on a cette extinction la plus importante au milieu, là, il y a 250 millions d'années environ, où c'est la plus massive. Là, donc, il y a 55% des genres qui ont disparu et environ 90% des espèces.
On ne sait pas trop la cause, mais ce serait probablement une activité volcanique très importante. Et donc il y a eu beaucoup de poussière dans l'atmosphère, ce qui a vraiment changé le climat. Et donc beaucoup d'espèces se sont éteintes. Au Crétacé, donc vous connaissez tous que, vous savez certainement tous qu'il y a eu la disparition des dinosaures. Et il y a eu 75% des espèces qui ont disparu. Et ce serait certainement dû à un impact d'un astéroïde. Donc il reste des traces de cet astéroïde au Mexique. Donc qu'est-ce qui a causé ces différentes extinctions massives? C'est activité volcanique, astéroïdes, aussi la dérive des continents a parfois changé de manière drastique les courants marins, et ce qui a changé le climat fortement, et donc beaucoup d'espèces ont disparu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'astéroïdes qui tombent sur Terre Mais il peut en avoir. Il y en a un qui est tombé il y a quelques mois en Sibérie, oui, et qui était beaucoup plus fort que une centaine de bombes atomiques. Donc il y en a toujours qui tombent. Dans les journaux, C'est vrai. Les étoiles filantes, c'est des astéroïdes. Oui, mais ils tombent pas sur la planète. Oui, plus petits. Mais en fait, Ça génère pas juste le hasard. Ça génère plus des extinctions d'espèces à l'heure actuelle. C'est le hasard. C'est le hasard. Il pourrait y avoir dans 1 million d'années un astéroïde qui tombe et qui. On a des échelles de temps tellement grandes que. Demain. ou demain. Oui. Parce que... Enfin, Mais la NASA demain, normalement c'est a un programme pour détecter les très gros astéroïdes qui vont. Tu sais, quand on parle de demain, ça peut être dans 500 millions d'années. Non, Oui. pas 500 millions, mais dans 500 000. Ou 50 millions d'années, oui. Ça, c'est demain pour ce. Oui, à ce genre d'échelle. ce genre d'échelle. Oui, là, c'est les. il y en a tout le temps qui tombent, mais il y en a rarement Ouais, des gros des et gros, très rarement des énormes. Et celui-là, il devait être énorme alors celui du Oui, les autres planètes qui nous entourent aussi attirent, comme elles sont plus grosses la plupart, attirent plus les astéroïdes qui rentrent dans le système solaire. Et donc on est un peu protégé par. Par le grand frère. Voilà, c'est ça. Les planètes jaunes. Et donc on a moins. Il y a des planètes. Voilà, on a plus de chances justement de. Oui, donc là c'est 542 millions d'années l'échelle en dessous, donc c'est occasionnel quand même que des astéroïdes. Donc maintenant je vais plus vous parler de l'homme, des changements globaux et de la biodiversité. Donc on sait que les activités humaines sont motivées par différents types d'objectifs, qu'ils soient économiques, culturels, intellectuels, esthétiques, spirituels. Ces activités vont entraîner des changements globaux. Donc on a par exemple des changements dans le CO2, le dioxyde de carbone atmosphérique, dans l'utilisation du sol, aussi dans la biodiversité. Ensuite, ces changements globaux vont avoir un impact aussi sur la biodiversité. Donc, les activités humaines ont un impact sur les changements globaux, dont la biodiversité, et les changements globaux ont un impact eux-mêmes sur la biodiversité. Et la biodiversité a un impact sur les changements globaux, donc il y a des rétroactions assez importantes. Ensuite, quand on a un changement dans la biodiversité, on va avoir, les espèces vont essayer de s'adapter, on a un changement de caractéristiques des espèces, de leurs traits, et ça a des conséquences directes sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les fonctions des écosystèmes et les services qu'ils peuvent donner à l'humanité de manière générale. Voilà. Et on a des changements aussi dans les processus eux-mêmes des écosystèmes, ce qui influence les services écosystémiques. Les changements dans les processus influencent eux-mêmes la biodiversité, donc on a vraiment de très nombreuses rétroactions. Tous ces changements sont vraiment très liés. Et bien sûr, les changements globaux ont un impact direct. Par exemple, l'élévation des températures ou des précipitations ont un impact direct en bleu sur les processus écosystémiques. Excuse-moi juste. Oui. Et tu pourrais donner une explication de pourquoi la diminution de la biodiversité va par exemple avoir une influence sur le problème des émissions de CO2? Oui. Donc par exemple, on va avoir une disparition de diversité de manière générale. Et quand on a beaucoup d'espèces,
elles vont occuper vraiment différentes niches écologiques. Et par exemple, capter donc plus de carbone, comme il y aura plus de niches occupées, et capter plus de carbone aura vraiment un impact sur la concentration en CO2 sur Terre. Donc plus on a de diversité dans les écosystèmes, plus on aura de production végétale, et donc plus il y aura de carbone capté de manière générale. Je pose un peu une question en avocat de diable, mais est-ce que mettre des espèces qui captent plus de carbone n'élèverait justement pas cette capacité à capter le carbone? Et je pense à ça, tout ce que ça rentre dans l'idée land sparing, où on mettrait des énormes champs d'arbres géniaux qui capteraient plus. Moi, c'est pas quelque chose que je ressens, mais c'est une question qui pourrait venir. Dans le sens, voilà, il y a des niches, mais en fait, on devrait virer toutes ces niches et mettre le truc le plus efficace pour. On n'est pas sûr de nous et ça va créer des problèmes. Hein, mais souvent, quand on a une diversité spécifique, parfois on a une monoculture, par exemple de peuplier, qui va capter énormément de carbone tout de suite, mais il suffit d'une tempête et tous les arbres seront à terre. Donc le système est beaucoup moins résilient au fil de quelques années. Donc au moment, en 2-3 ans, on aura vraiment une capture de carbone très élevée, mais au fil du temps, quand on parle de dizaines d'années, cette solution est moins envisageable en termes de résilience des écosystèmes. Et aussi, une monoculture fournira un seul service, donc la capter du carbone. Bon, on aura du bois aussi à consommer, mais par exemple pour tout ce qui est épuration d'eau, ce sera peut-être nul. Donc plus on a de diversité, plus on aura aussi de services rendus à l'humanité de manière indirecte souvent. Il y a les incendies, il y a les maladies, toute cette suite-là. La résilience est très importante. Donc, comme vous l'avez vu, il y a de très nombreuses interactions et rétroactions entre les différentes composantes du problème. Donc, c'est en fait très difficile à modéliser, prédire les impacts d'une perte de biodiversité sur les services écosystémiques. Mais on sait que la biodiversité est primordiale pour les écosystèmes et que les écosystèmes offrent à l'humanité une série de services irremplaçables. On est vraiment dépendant de notre environnement. Donc ici, en fait, on a une monoculture, par exemple, et on a vraiment une fonction très importante. Mais parfois, on pourra avoir aussi, par exemple, l'épuration d'eau, ce sera 0, et la captation de carbone, ce sera 100%. On n'aura pas vraiment de compromis si on a une seule espèce. C'est quoi, c'est du riz? Ça, c'est du riz derrière, mais en fait, c'est bon. Ici, c'est la diversité génétique. Biologique, pardon. Oui. Donc la variation au sein des allèles, des espèces. Et ici, on a les fonctions des écosystèmes. Donc plus on a de diversité, ici, de manière générale, plus on aura de fonctions dans l'écosystème, moins on a de diversité. Et on voit que le système est plus ou moins résilient, on perd 2, 3, 4, 5 espèces, ça reste plus ou moins stable. Mais à un moment, si on perd 3 espèces, ça diminuera de manière plus importante. Ça te dérange pas qu'on t'interrompe? Pas du tout, non. Okay. C'est parce que je connais pas bien cette problématique. De dire que je comprends bien. Tu vois, tu es passé de les espèces, il y a toujours eu des extinctions d'espèces, à la perte de la biodiversité, c'est à cause de l'activité humaine. Et je voulais savoir, de la même manière que pour les questions climatiques, si on pouvait facilement distinguer en fait qu'est-ce qui était l'ordre des choses et qu'est-ce qui était le reflet de l'activité humaine. Ça va, je vais en parler. Donc là, je vais parler un peu des services écosystémiques. Donc les écosystèmes donnent beaucoup de services à l'humanité. Donc il y a des services d'approvisionnement. Il y a beaucoup de supports à l'agriculture, par exemple dans les sols. Il y a aussi la production de bois, d'animaux, etc. Il y a des services de régulation qui sont très importants, par exemple la régulation du climat, que ce soit au niveau local ou global. Il y a par exemple le recyclage de toutes les des matières organiques, la régulation de la dynamique des pathogènes, la prévention des inondations, etc. Il y a aussi des services à caractère plus sociaux, donc esthétiques,
l'environnement, qu'il soit olfactif, sonore, c'est aussi une inspiration spirituelle, artistique, sport en nature, etc. Donc c'est vraiment très large. Donc ici c'est une petite liste d'une quarantaine de services que rendent les écosystèmes. Donc bien sûr cette liste n'est pas exhaustive, mais il y en a vraiment qui sont indispensables à la survie humaine. Et maintenant, je vais passer à la 6e extinction massive. Donc, j'ai montré qu'il y avait eu 5 extinctions au cours des temps, très grosses extinctions au cours des temps géologiques. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a affaire actuellement à une 6e extinction massive? Donc, on sait qu'entre 1500 et 2009, il y a eu 875 extinctions d'espèces documentées. Donc, il y a des très grosses espèces comme cette espèce de zèbre ou ce lion de mer. C'est vraiment facile de voir que l'espèce a disparu parce qu'ils sont gros et on ne le retrouve plus dans l'écosystème. Tandis qu'un ver de terre, c'est beaucoup plus difficile à prouver sa disparition. Donc celui-ci, il a été facile à... C'est un ver de terre qui vivait sur une île au milieu d'un lac. On a fait un barrage, le lac a monté, donc le ver de terre a disparu. C'était assez facile de le montrer. Mais pour prouver qu'une espèce a disparu, c'est vraiment très difficile, surtout pour les plus petites. Donc là aussi un papillon de nuit qui vivait sur une île, et là c'est aussi plus facile qu'une espèce qui vit sur les continents et qu'on peut retrouver vraiment à de nombreux endroits. Donc on sait au cours des 65 derniers millions d'années, il y a eu un taux d'extinction moyen d'environ une extinction par an pour 1 million d'espèces. Donc depuis quelques millions d'années, on sait qu'on a environ 9 millions d'espèces qui vivaient, donc on en a environ 9 extinctions par an. Et aujourd'hui, selon les estimations, donc on a seulement remarqué qu'il y avait 875, mais on pense que, comme il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, il y aurait jusqu'à 900 à 10 000 espèces qui disparaissent par an environ. La plupart sont des insectes, des petites bêtes qu'on ne voit pas. Et selon les prévisions, il y aurait en 2100 12% des oiseaux, 25% des mammifères et 32% des amphibiens qui auront disparu. Donc vraiment en quelques dizaines d'années. Oui. Ça, c'est calculé par rapport aux prévisions climatiques et donc des changements d'écosystèmes et qui auraient un effet avec toutes les rétroactions que tu as montrées sur la biodiversité, ou c'est juste une linéarité en fonction de comment ça augmente aujourd'hui? C'est surtout une linéarité, donc on voit qu'il y a vraiment un déclin de nombreuses espèces. Il y avait des amphibiens, il y en avait 10 millions il y a 15 ans, et maintenant il n'y en a plus que 200. C'est vraiment des espèces menacées d'extinction. Et donc de là, on peut faire les prévisions que s'il reste 200 individus, la probabilité, même hasardeuse, il y a une mauvaise année où il pleut, il y a un incendie, 200 individus, la population a disparu. Donc c'est plus linéaire en fonction de l'évolution des populations. C'est pas des prévisions faites sur des prévisions de système climatique, par exemple? Certains, oui, par exemple, maintenant, les oiseaux, on comprend assez bien leur biologie, et on sait que certaines espèces auront vraiment du mal à s'adapter au changement climatique. Et donc là, on peut prédire que certaines auront vraiment plus de mal à s'adapter et survivre ces prochaines dizaines d'années. Et est-ce qu'il y a des pertes qui sont plus graves pour la résilience de l'écosystème que d'autres? Par exemple, ce zèbre-là. Oui. On va se dire, c'est un peu comme le panda. Moi, j'avais entendu que pour finir, le panda, c'était un peu le slogan, mais qu'en gros, en termes de biodiversité... Oui, il n'apporte pas grand-chose comme fonction écosystémique. C'est ça. Donc en effet, il y a des espèces qui disparaissent et ça ne va pas changer de manière drastique l'écosystème et ses fonctions. Il y a des espèces qui sont plus des espèces clés et qui vont avoir vraiment un rôle très important dans l'écosystème. Donc parmi, il y a une vidéo vraiment intéressante sur la réintroduction du loup dans le parc Yellowstone, où on voit que, comme c'est un grand prédateur, il a vraiment changé le comportement des herbivores, et ça a permis vraiment à une série d'espèces de revenir, parce qu'il y avait beaucoup plus de végétation qui est apparue. Le castor est revenu, le castor a fait des barrages, qui a créé des zones inondables. Parce que les loups mangeaient les mammifères qui du coup mangeaient moins d'herbes, c'est ça? Voilà, et donc ça a vraiment créé une chaîne en cascade. Et
même il y avait beaucoup moins d'inondations, par exemple, juste parce qu'on a réintroduit le loup, quoi. Et par exemple, ici, on a réintroduit le castor en Belgique, mais ça a créé des barrages. C'est vraiment un habitat pour des dizaines d'espèces, que ce soit amphibiens, fleurs, pour filtrer l'eau. Donc il y a vraiment des espèces clés et d'autres qui sont moins nécessaires, mais par exemple, ça dépend pour quel service. Si c'est un service esthétique ou artistique, enfin, il y en a qui aimeraient mieux voir un panda dans la forêt qu'un castor. Et donc là, le service artistique ou esthétique sera plus important, mais il est parfois plus difficile à mettre en évidence ou à valoriser parce que c'est vraiment un ressenti plus personnel. Donc voilà, ça dépend où on veut regarder ou si on veut être pragmatique et dire ça sert à vraiment beaucoup, ça nous purifie l'eau, ou ça c'est vraiment très beau et voilà. Donc là il faut regarder un peu où on va. Et donc en plus donc il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées d'extinction et on prend beaucoup de mesures pour les protéger, mais on sait aussi que énormément d'espèces communes, donc qui ont un rôle assez important dans les écosystèmes, diminuent énormément. Donc ici c'est les résultats d'une publication qui vient de sortir il y a 5-6 jours je pense. Il y avait depuis 1980 on a regardé jusqu'à nos jours, donc là l'an 0 c'est 1980, ici c'est 2010. Et en Europe, il y a des recensements avec un protocole similaire des oiseaux, des espèces communes. Donc on a regardé 144 espèces communes en Europe et on a estimé qu'en 1980, il y a environ 2 milliards d'individus, c'est 140 espèces pour toute l'Europe. Et en 2010, il n'y avait plus que 1,6 milliard d'individus. Donc on a vraiment une chute de 20% de ces 144 espèces. Et on a remarqué, dans ces 144 espèces, celles qui diminuent le plus, c'est les plus communes. Donc par exemple le moineau, l'hirondelle. Donc là on voit l'évolution des populations. On a vraiment une chute en 10 ans, donc de 1980 à 1990, et plus ou moins une stabilisation. Mais donc c'est pas toujours les espèces les plus rares, à la base, et c'est parfois vraiment les espèces qu'on pense communes qui disparaissent et on ne leur marque pas parce qu'elles sont de manière générale nombreuses. Ouais. Est-ce que 30 ans c'est suffisant pour assurer qu'il y a vraiment une diminution? Parce que 20%, on pourrait se dire que dans les 10 premières années, et les 7 premières années, il y a eu la même chose, puis que ça a augmenté, puis que ça a redescendu, augmenté. Est-ce que la courbe générale, puisqu'entre 2 milliards ou 1,6 milliard, ça pourrait être aussi un creux qui remonte et qui redescend? Qu'est-ce qui permet d'éviter cette hypothèse-là? On a peu de données sur une longue série temporelle pour prouver que c'est bien ça. Mais ce qu'on voit, c'est que la plupart des espèces montrent le même signal. Et on sait que ces signaux sont liés, par exemple pour le moineau, il nourrit ses jeunes, il a un gros bec, donc vous voyez, il est carnivore, mais il nourrit ses jeunes avec des insectes. Et il y a beaucoup moins d'insectes, et on sait que c'est pour ça que le moineau a diminué. Et qu'il y a moins d'insectes parce qu'il y a plus de pesticides, il y a plus de raisons de... Voilà. C'est pas... on sait que cette chute-là est liée à quelque chose, c'est pas stochastique. Et la diminution justement dans les 10 premières années, est-ce qu'il donne une explication différente que pour la courbe générale? Est-ce que 1980-1990 était une période spécifique pour... Les plus communes, c'est vraiment lié à une intensification des pratiques agricoles. Donc avant, dans les 1960-70, on avait encore beaucoup d'agriculture extensive. Et vraiment, on a eu un shift total, et je le montrerai après avec l'évolution des oiseaux agricoles, où la chute est encore plus brutale. Donc c'est vraiment lié à ça, surtout un changement d'utilisation du sol, donc qui est la première cause du déclin de la biodiversité dans le monde. Donc là, c'est ce que je disais. Donc on a une extinction d'espèces, il y a parfois des cascades, donc le loup disparaît, il y a moins d'oiseaux parce qu'il y a moins de plantes pour les nourrir, parce que les herbivores mangent toutes ces plantes. Et il y a des espèces qui sont plus résistantes, on les appelle les espèces généralistes. Donc elles peuvent bien vivre dans différents types d'écosystèmes, se nourrir de plusieurs types de nourriture. Donc
Un exemple très simple, c'est le renard qu'on peut retrouver dans nos forêts ardennaises, mais aussi au centre de Bruxelles, qui fouille nos poubelles. Et des espèces plus spécialistes, par exemple une plante carnivore qui vit dans les tourbières de Haute-Fagne, on ne va jamais la retrouver au centre de Bruxelles. Donc là, on a vraiment une homogénéisation des écosystèmes. Il y a beaucoup d'espèces qui sont spécifiques à un écosystème qui vont disparaître. Et on va avoir plus des espèces généralistes comme les renards, les pigeons, les goélands ou les corneilles, pour quelques espèces de plantes plus communes et plus adaptées au niveau d'azote plus élevé qu'on retrouve dans les écosystèmes. Est-ce que c'est pas ce qui se passe avec l'homme en tant qu'espèce aussi, qui se généralise sur... il s'adapte à tout et il s'insère partout. Oui, l'homme est vraiment généraliste. Il sait aussi bien vivre dans le désert que dans le... Si on regarde du point de vue biologique. Il sait vraiment... On sait se nourrir de vraiment énormément d'aliments. On sait vivre dans la plupart des écosystèmes. Donc nous sommes généralistes. La différence, c'est que l'homme, au lieu de s'adapter aux conditions, il s'adapte aux conditions à soi-même. Donc il se fait un milieu confortable. Mais pas toujours. Comme on voit qu'il y a des changements climatiques qui sont dus à l'homme, là il se fait par une niche trop... Il ne s'adapte pas. Mais par exemple, le renard, il va quand même creuser son terrier, modifier une partie du milieu pour avoir son petit confort à lui aussi. Donc ça dépend des espèces. Donc ici, c'est les pourcentages donc, au niveau global d'espèces menacées. Donc sur les 10 000 espèces d'oiseaux qui existent sur Terre, il y en a environ 1200 qui sont menacées d'extinction. Chez les mammifères, jusqu'à 20% pour le moment. Poissons, 6-7%, et plantes, un peu moins de 10% des espèces sont menacées. Et la menace d'extinction, je pense, en général, c'est par rapport au nombre d'individus restants. Voilà, oui, c'est ça. Et aussi la stabilité, pardon. Une espèce qui vit sur une île et qui a 1000 individus, mais c'est 1000 individus depuis 1 million d'années, on peut dire que le risque d'extinction est plus ou moins faible, mais s'il y avait 10 millions d'individus, il reste 1000 individus, maintenant le risque d'extinction est plus élevé. Et donc ça c'est l'IUCN, l'Union pour la conservation de la nature, qui est liée aux Nations Unies, qui fait ces chiffres-là, et c'est vraiment principalement basé sur le nombre d'individus. Peut-être en fonction des écosystèmes dans lesquels ils vivent alors. Oui, aussi. Les évolutions des écosystèmes. Mais par exemple là, les mammifères, on regarde le tir, il reste moins d'1 millier d'individus, de rhinocéros, ils sont là-dedans parce qu'il n'y a pas assez d'individus, juste pour ça, et qu'ils ont bien diminué. Donc les chefs d'État ont bien remarqué ce déclin, et en 2002, ils se sont dit on va essayer de réduire ce taux d'extinction d'ici 2010. Donc en 2010, on a regardé s'il y avait un changement, il n'y en a pas eu. Donc ici, c'est un index de biodiversité le plus important, qui regroupe 4 à 5 000 espèces, 4 000 espèces, oui. Le LPI. Donc c'est fait par le WWF et la Société zoologique de Londres. Quelque chose de vraiment sérieux, c'est pas des rigolos, va-t-on dire. Et là, on voit vraiment une chute de 1970 à 2010 d'un index de 30% environ. Et aussi dans le papier où ils utilisent ce graphe, ils montrent que la pression écologique n'a fait aussi qu'augmenter. Donc si on voulait diminuer le taux de perte de biodiversité, on aurait dû avoir ici en 2000 une diminution pour avoir... on voit que les pressions sont toujours là et ne font qu'augmenter. Donc là, ça va encore chuter encore plus vite, normalement. Et pourquoi est-ce que le WBI est plus ou moins stable? Donc ça, il y a différents index, parce que c'est très difficile de voir si la diversité augmente ou diminue. Et ça, c'est le Wild Bird Index. Donc c'est pour les populations d'oiseaux. Et là, il y a pas mal d'espèces qui ont été protégées. Par exemple, les cormorans, les oies, les hérons, on en voit beaucoup. Et c'est pas sur... Donc la plupart des espèces, il y en a qui diminuent, il y en a qui augmentent. Et en moyenne, les oiseaux, ça va encore. Mais il y a quand on reprend la plupart des espèces, donc là, dans le LPI, les oiseaux sont compris dedans, mais il y a des espèces qui chutent encore plus, comme les mammifères, on a vu 20%. Et donc en moyenne, ça chute pas mal.
Et là, les derniers chiffres montrent qu'on a une chute aussi du WPI assez importante. Donc les causes de ce déclin, maintenant je vais vous présenter les 5 grandes causes de ce déclin. Donc c'est le changement d'utilisation du sol, les changements climatiques, les dépôts d'azote, les espèces exotiques envahissantes et l'augmentation de la concentration en CO2. Donc il y a une augmentation de concentration en CO2 qui induit pas mal les changements climatiques, mais il n'y a pas que ça qui induit les changements climatiques. Mais en plus, ce changement de concentration implique directement une perte de biodiversité, je vous expliquerai pourquoi. On sait aussi que les pressions n'ont pas un impact similaire, donc tous ces changements globaux n'ont pas un impact similaire sur les écosystèmes. Certains écosystèmes seront plus sensibles à certains changements que d'autres. Donc on a une tourbière dans l'eau de Fagne qui est très pauvre en éléments nutritifs. Si on a un dépôt d'azote dans cette tourbière, ça aura un impact très fort. Par contre, si on a un dépôt d'azote dans le bois de Lozelle, un dépôt d'azote atmosphérique, ça n'aura quasiment pas d'impact. Donc il y a vraiment des écosystèmes plus sensibles à certaines pressions. Oui. Et le changement d'utilisation du sol, c'est lié à l'agriculture ou plutôt à l'urbanisation? Donc je vais parler des 5. Ouais. Donc tout d'abord, il faut savoir que les causes du déclin de la biodiversité est surtout due à des effets combinés des 5 grandes causes que je viens de citer. Et donc c'est des mécanismes qui sont souvent très peu clairs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont influencer la perte de biodiversité. Et entre eux, entre les changements globaux, il y a énormément d'interactions aussi. Donc on est vraiment très difficile à prévoir les futurs changements de la biodiversité, mais comme je l'ai montré, tous les indicateurs montrent que la chute est importante. Donc tout d'abord, la première cause, c'est l'altération et la destruction des habitats, donc la déforestation, l'urbanisation, les changements d'utilisation du sol, donc on passe d'une agriculture extensive à une agriculture intensive, par exemple. On a une destruction directe des écosystèmes et des espèces, et ce qui induit souvent une fragmentation des habitats. Donc ici on avait un grand habitat, on construit une autoroute, on n'a plus que 2 petits habitats, et les espèces qui ne savaient vivre qu'au centre de cet habitat, par exemple les ours, on ne les retrouve pas parce que l'habitat est devenu trop petit, et surtout on appelle ça l'effet de bord. Donc les conditions environnementales seront fort différentes qu'on soit au centre ou en périphérie de l'habitat. Et donc si on coupe l'habitat en partie, l'effet de bord sera beaucoup plus important et l'habitat central sera vraiment très réduit pour ce qu'on avait avant. Donc ça c'est la première cause du déclin de la biodiversité, c'est le changement d'occupation et d'utilisation du sol. Donc en Europe, c'est l'agriculture qui est devenue de plus en plus intensive, qui est la première cause du déclin de la faune et de la flore sauvage. Et en effet, on prend peu en compte l'environnement dans les pratiques agricoles en Europe. Et ça a vraiment des répercussions sur la plupart des fonctions des écosystèmes et donc sur la biodiversité. Donc par exemple, en 6 ans en Wallonie, on a perdu 25%, un quart des prairies mères. Donc les prairies mères, c'est des prairies où il n'y a pas trop d'azote et il y a encore une diversité florale et donc d'insectes très important. Et donc là, ça a diminué vraiment de 25% parce qu'on intensifie l'agriculture pour que ce soit plus rentable. Et donc, oui, c'est une perte de biodiversité directe. Oui. Pourquoi vous appelez agriculture intensive? Ça veut dire qu'il y a plus de champs? Pas plus de champs. Ou qu'il y a d'autres méthodes? Oui, c'est les méthodes qui changent. Donc avant, on avait souvent des petites parcelles agricoles, entourées de haies, où on mettait peu d'intrants, peu d'engrais, peu de pesticides, peu de fongicides. Et maintenant, on a des parcelles qui sont vraiment très grandes, un paysage qui est assez homogène. Vous dites qu'il y a plus d'espace. Il n'y a pas plus d'espace, mais les parcelles se sont réunies souvent. Il y avait par exemple 5 parcelles pour 1 hectare
il y avait du maïs, du blé, de la pomme de terre. Et maintenant, dans tout cet hectare de terre, c'est que de la pomme de terre. Et donc, il y a vraiment... si l'espèce, elle a besoin de se nourrir d'un peu de pommes de terre, enfin, l'habitat est fort homogène, et donc ça ne permet pas... Oui, homogénéisation, mais aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'intrants, donc des engrais, des pesticides, font que la biodiversité diminue aussi. Parce que les pesticides, ça tue les animaux, c'est leur but. Et les engrais aussi font qu'il n'y a que certaines espèces qui vont dominer l'écosystème, et pas d'autres qui sont moins compétitrices ne vont pas... vont disparaître des prairies. Je vais juste discuter parce que je connais la distinction économique et là ça s'appelle extensif quand il y a plus d'espace occupé, intensif quand sur le même espace on utilise différentes méthodes pour avoir des sols fertiles tout ça. Et c'est intéressant pour d'avoir supposé qu'à l'intérieur des champs, il y a une biodiversité. Donc, vous, quand vous parlez ici, vous avez un champ comme ça et vous dites que, à part des choses qu'on récolte là, ou à part en fait, quand l'agriculture il y a encore des espèces et c'est là que ça diminue. Voilà, oui. Avant, on avait. Ici, c'est un beau paysage qu'on pense, il y a beaucoup de biodiversité, il y a des haies, etc. Et ça a été intensifié de manière assez importante. Donc on a mis beaucoup d'engrais dans ces prairies. On en a maintenant une rentabilité plus élevée. Les vaches donnent plus de lait par exemple. Mais il y a beaucoup moins de diversité florale. Quand on regarde dans le champ, dans la prairie, on va retrouver 3-4 espèces de fleurs et donc très peu d'insectes et donc très peu d'oiseaux. Mais c'est vrai qu'on gagne en rentabilité pour une fonction écosystémique qui est le pâturage. Je veux dire, en quelle mesure c'est important de poser cette question pour les sols cultivés, alors que si on se tient à des méthodes intensives dans le sens économique, c'est-à-dire si on reste sur le même espace, on pourrait bien garder, je veux dire, au lieu de faire plus de sols occupés, on fait des méthodes intensives sur le sol. Ce serait une solution. C'est d'être très intensif intensif dans ces prés ici et être extensif ici. Mais pour le fermier, c'est pas facile de cultiver. Ça, je vais pas mettre d'engrais ou mettre beaucoup d'engrais. Je vais devoir. C'est les pratiques. Ce serait une solution dans le futur, mais pour l'agriculteur actuellement, c'est vraiment très difficile. Et lui, ce qu'il veut, il s'en fout un peu qu'il y ait des moineaux dans son champ ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir beaucoup de lait. Donc c'est un service qui l'intéresse. Mais ce serait une solution si on lui donnait, et ça existe, des aides pour justement avoir plus de fleurs, plus de mares, plus de haies, et ça existe déjà, pour qu'il y ait plus de biodiversité, plus de services rendus à l'humanité. Donc si on voit un paysage comme ça, on est encore heureux parce qu'on voit que le paysage n'est pas homogène. C'est pas comme dans le champ de blé où on voit à perte de vue. Il y a aussi plus d'eau qui est filtrée, etc. Et donc ça, on peut justement payer ou aider l'agriculteur ou le contraindre. C'est interdit de couper les haies, par exemple, pour qu'il y ait toujours ces services écosystémiques. C'est juste que je n'ai pas compris parce que il y a une chose quand vous avez une forêt tropicale et la diminution d'espèces, c'est ça. Il y a une autre chose quand vous voulez spécifiquement une culture ou un animal comme une vache. Sur certains, donc vous avez besoin de certains sols pour ça, mais vous pouvez utiliser différentes méthodes et donc soit extensif comme je dis, soit intensif sur la partie. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait poser la question d'avoir la biodiversité dans cet espace particulier que je veux avoir pour récolter certaines cultures spécifiques? Pourquoi, je veux dire, c'est pas le but. On veut peut-être avoir la biodiversité en général, mais si on a un sol spécifique pour une culture spécifique, alors c'est pas la peine de dire pourquoi à côté des vaches on doit avoir plus de fleurs différentes, alors que je veux juste les vaches et les fleurs ça serait dans les autres parties. Et mon but, si je veux la diversité en plus, c'est de faire que je ne vais pas laisser les vaches dans une grande surface, je vais laisser sur une petite surface et le reste ce sera des fleurs différentes. Donc pourquoi est-ce que les questions se posent sur le sol cultivé? Parce que
tous les sols cultivés en Europe occidentale sont intensivement cultivés maintenant, la plupart. Et on n'a pas juste une petite partie où il y a des vaches ou du blé, on a une partie grande où il y a des vaches qui sont... Ok, donc vous voulez dire qu'il y a Tout. trop de sols occupés par Tout l'agriculture, et donc il faut faire de manière sur intensive. le même sol. Et ça rend Parce que quelques services à l'humanité, et c'est surtout des services économiques. Et maintenant, par exemple, il y a beaucoup d'inondations qu'on voit dans les villages, même en Wallonie. Il y a vraiment des coulées de boue, etc. parce que tout est cultivé de manière intensive. Peut-être un élément de répondre à cette question-là, c'est aussi que si on fait, donc ça s'appelle le land sparing, donc on garde des espaces pour la biodiversité et d'autres pour intensifier l'agriculture, l'idée c'est que si à un moment on est face aux limites de la capacité de l'espace, si on est dans un système économique qui impose à l'agriculteur de créer toujours une production qui augmente, il va être obligé d'aller chercher à côté. Donc, même l'intensif, à un moment, est face à la nécessité de grandir extensivement physiquement. Ça va? Donc c'est qu'on grandit l'agriculture parce qu'à un moment, même l'intensif touche à des limites, il ne peut pas toujours produire plus de lait par hectare. Il a besoin de grandir sur hectare. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est, à mon avis, à un moment où on se rend compte que, vu que la Terre à un moment est limitée, mais dans le macro, c'est qu'on est face à cette limite d'une Terre ronde qui fait qu'on ne sait pas infiniment augmenter la production si on ne passe pas dans l'idée d'extendre l'agriculture, même intensive. Parce que les deux sont mélangés si on veut continuer à accroître la production tout le temps. Et donc c'est ça le fait que par parcelle, on est obligé de voir qu'on puisse combiner les deux, donc qu'il y ait une biodiversité au sein des parcelles qu'on produit, en faisant de l'extensif, mais pas l'extensif dans le sens qui grandit, mais l'extensif dans le sens où il y a plus de biodiversité. Je pense si on, comme je comprends bien, on veut dire qu'à partir d'un certain moment, l'intensif ça marche plus, donc il faut une extension. Mais si on fait l'extension à l'infini, alors on n'aura pas des milieux naturels. Et le fait qu'on veut installer une biodiversité sur les espaces qui sont utilisés pour d'autres buts, c'est-à-dire pour avoir une culture spécifique, ça ne va forcément pas le même taux de biodiversité que si c'est un milieu naturel. Donc, pour un problème comme ça, on ne peut pas faire extension indéfinie. Je veux dire, le problème de préserver la biodiversité, c'est surtout dans les milieux naturels parce que quand vous faites dans un champ, on peut faire dans les champs comme ça, mais ce ne sera pas la même biodiversité. Vous n'aurez pas. Ah oui, mais c'est pour ça, mais c'est pas la même biodiversité, c'est celle-là qui diminue. C'est la biodiversité des milieux agricoles qui diminue. Et le milieu agricole, il est quand même dépendant de cette biodiversité. S'il n'y a plus de vers de terre dans cette prairie à vaches, même s'il est intensif, d'ici 10 ans, il n'y aura plus de sol. Et le fermier, il devra plier ses bagages et trouver une autre... Donc même dans l'agriculture, il faut une certaine biodiversité. Pourquoi pas Oui, mais c'est obligé. C'est pas pourquoi pas. Non, je veux dire, je crois bien... La dernière chose que je disais, c'était juste que si on veut la biodiversité vraiment dans le sens fort, ce ne sera pas dans les milieux comme ça. Mais en fait, il y a certaines espèces qui vont se retrouver dans les milieux comme ça et dans aucun autre milieu. C'est impossible. Et c'est pour ça que... Si par exemple vous avez besoin des champs, vous n'avez pas besoin de tant de forêts, et il y a certaines espèces qui sont plutôt dans les forêts, donc automatiquement si vous faites une extension à l'infini, vous avez toujours des champs, vous avez des espèces qui vont bien dans les champs, mais pas des espèces qui vont bien dans la forêt, dans les forêts et tout ça. C'est ce que je veux dire. Ok. Et donc, on a une agriculture qui est vraiment intensive en Europe, et c'est ce qui est la première cause du déclin de la biodiversité en Europe. Donc, par exemple, là, les oiseaux liés au milieu agricole, donc on a en Amérique du Nord et en Europe, donc les espèces forestières, par exemple en vert et en bleu pour l'Europe, on voit qu'elles sont plus ou moins stables au fil du temps, elles ont un peu diminué, mais puis stabilisé. Tandis que les espèces des milieux plus agricoles, comme le phare spécialiste, on voit vraiment qu'il y a une chute jusqu'à de 50% environ, donc en 40 ans. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est vraiment là qu'on a le plus de soucis en Europe, et pas dans les forêts comme parfois on pourrait le penser.
Donc maintenant, la deuxième cause du déclin de la biodiversité, c'est les changements climatiques. Donc on a des changements dans les précipitations et dans les températures. Donc soit les espèces doivent s'adapter, ou alors elles se déplacent, par exemple plus au nord, pour trouver des conditions similaires à leurs conditions de vie. Donc par exemple, on a vu qu'en 20 ans en Europe, dans les communautés d'espèces, on a un changement dans les proportions d'espèces au sein de la communauté, et que les oiseaux, les mêmes communautés se retrouvent 37 km plus au nord, à cause du changement de température, mais elles ont un retard de 212 km. Elles ne sont pas montées assez vite par rapport à la température qui augmente. Et les papillons, eux, sont montés un peu plus vite, donc ils sont montés de 114 km plus au nord, mais ils ont un retard aussi de 135 km. Donc certaines espèces savent s'adapter, mais d'autres certaines espèces s'adaptent et se déplacent, et donc leur population reste plus ou moins constante. Mais on remarque que certaines espèces ne savent se déplacent mais pas assez vite et ne savent pas s'adapter, et donc diminuent. Oui. Je suppose qu'au nord, c'est dans l'hémisphère nord, et que ce serait au sud, dans l'hémisphère sud. Oui, bien sûr. Ça, j'imagine. Et sinon, je vois que les deux font 249. Est-ce qu'on pourrait, donc, au niveau planétaire, montrer une ligne de quelle température constante, comment elle augmente effectivement? Oui. Aujourd'hui, sur 20 ans, la ligne de température de 20 degrés de moyenne par an a augmenté de 249 km. Et même chose dans l'autre sens. C'est un effet général qu'on a avec le C'est pas général. Par exemple, en Angleterre ou en Finlande, la température a vraiment augmenté énormément. Et dans des zones autres, la température a augmenté de 0,5-1 degré. Et donc là, les changements sont moins importants. Et donc, c'est pas si simple, c'est pas vraiment comme une ligne, non. Mais un problème aussi, c'est par exemple une espèce qui vit, je prends cet exemple souvent, mais dans les tourbières, elle ne sait pas monter au nord parce qu'il y a, en Belgique, elle va au nord, c'est les Pays-Bas, et c'est plus des villes et une agriculture intensive. Donc elle est bloquée dans son habitat et ne sait pas partir vers le nord. Et un deuxième problème, c'est par exemple les espèces qui vivent dans les Alpes. Elles ne vont pas monter au nord, mais elles vont monter en altitude. Et donc plus elles montent, plus l'habitat se rétrécit. Et à un moment, la montagne, elle a une fin, et donc là, ils disparaissent. Et donc c'est un souci aussi qu'il y a. C'est que plus on monte au nord en Europe occidentale, soit on a la mer du Nord, soit on a une intensification, une urbanisation. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a un retard, c'est parce que les animaux ils sont coincés par les villes. Voilà. Et donc on remarque aussi par exemple qu'en 47 ans, les mésanges en Angleterre pondent 2 semaines plus tôt qu'il y a 47 ans, et que cette date de ponte est vraiment corrélée avec les températures précédant cette date de ponte. Et en fait c'est parce qu'elles s'adaptent aux chenilles qui sont adaptées au changement de température, parce que les mésanges nourrissent leurs jeunes avec des chenilles, donc elles se sont adaptées. Mais la même espèce, donc la mésange charbonnière que vous voyez dans le jardin, aux Pays-Bas, elle ne s'est pas adaptée, donc on a vraiment une adaptation locale en Angleterre, mais pas aux Pays-Bas. Et là, les populations vraiment diminuent par manque d'adaptation, parce qu'elles ne se sont pas adaptées. Donc là, vraiment, on a parfois des adaptations locales, et parfois pas du tout. Et parfois, il y a des espèces qui ne sont pas du tout adaptées. Donc là, par exemple, on peut penser aux oiseaux migrateurs. Donc, ils vont en Afrique pour manger des insectes. Quand ils reviennent, il doit avoir des chenilles, par exemple, ou des mouches. Le gomme-mouche, c'est une petite espèce d'oiseau. Et les chenilles, elles sont adaptées. Elles éclosent, par exemple, en mars. Et le gomme-mouche, il revient toujours en avril, donc il n'y a plus de chenilles, donc il ne sait plus nourrir ses oiseaux. Et là, on a certaines populations qui ont chuté vraiment 90% au cours des dernières années. Et on voit vraiment que c'est un mismatch entre l'arrivée. Ils arrivent en retard, il n'y a plus de nourriture, ils ne savent pas nourrir le chat. Et donc, on a des problèmes de phénologie aussi qui fait que des espèces disparaissent. Donc, la troisième cause, c'est le dépôt d'azote. Donc, dans nos pays occidentaux, on consomme énormément de produits fossiles et on fertilise aussi énormément tous nos milieux agricoles. On a donc des dépôts atmosphériques d'azote qui est biologiquement actif, donc que les plantes savent utiliser, qui est à 2 à 7 fois supérieur au taux pré-industriel dans la plupart des pays occidentaux. Et on sait que l'azote est un élément très important pour les plantes. Et donc,
cette augmentation de taux d'azote va faire qu'on a un changement dans les communautés végétales, vraiment au niveau mondial, parce que c'est de l'azote atmosphérique qui va retomber plus loin. Et donc, en Belgique, par exemple, l'endroit où il y a les deux endroits où il y a le plus de dépôts d'azote, c'est le port d'Anvers, c'est très industriel, on peut s'en douter, et le deuxième, c'est le plateau de Haute-Fagne, alors que c'est tout naturel là, mais il y a vraiment un dépôt énorme d'azote, ce qui fait que les espèces plus compétitrices qui savent utiliser cet azote mieux que les autres vont vraiment dominer les écosystèmes. Et parfois, il suffit vraiment de peu d'azote pour avoir des changements. Donc là, on a seulement 10 kg par hectare. Donc un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres et par an pour cette courbe-là. Et donc, on voit qu'on a, au fil du temps, et au niveau de la biodiversité relative, même pour 10 kg, on a une chute de la biodiversité. Et pour quand c'est 34, 35 kg, 95 kg, on a vraiment une chute de 40% de la biodiversité. Donc ça, c'est des expérimentales dans des serres où on met de l'azote un peu tous les ans et on extrapole pour essayer de voir l'impact qu'a ce dépôt d'azote sur par exemple une prairie, une forêt ou autre. Et on voit vraiment que même un peu d'azote, donc 10 kg, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des pays occidentaux, a un impact fort sur la biodiversité. Et donc là, ce que je le disais avec le Haute-Fagne, là c'est une photo de Haute-Fagne où on a juste une seule espèce d'herbe, c'est la Molini, et elle domine vraiment la plupart du paysage parce que l'écosystème est dégradé à cause de ces dépôts d'azote. Et donc on a vraiment voilà, l'habitat est occupé et d'autres espèces comme des bruyères, des calunes ne savent plus, ou des plantes à fleurs autres ne sont plus présentes. Quatrième cause, les espèces exotiques envahissantes. Donc l'homme, directement ou indirectement, donc par exemple quand l'homme est arrivé en Nouvelle-Zélande, l'homme occidental plutôt, il a voulu recréer ces écosystèmes chez lui, donc il a amené un peu toutes les espèces, il les a introduites et il a fait des petits jardins avec des hérissons, etc. Bien sûr, ils se sont échappés et ces espèces étaient parfois des prédateurs ou des parasites très efficaces parce que l'oiseau, il n'avait jamais vu de chat et donc quand il a eu un chat devant lui, il n'a pas pris peur, il ne s'est pas envolé et donc vraiment des espèces ont disparu comme ça, surtout sur les îles avec l'introduction de rats ou de chats. Mais chez nous, on a aussi vraiment beaucoup d'espèces exotiques envahissantes. Donc, par exemple, si vous prenez le train entre Ottigny et Bruxelles, le milieu est très perturbé, donc on a un changement d'utilisation du sol, et les espèces exotiques envahissantes vont en profiter. Donc, on a vraiment, sur la ligne, on peut remarquer au bord du train qu'on a toutes des espèces envahissantes la plupart du temps, principalement la renouée du Japon à droite, et parfois quelques berces du Caucase. Un autre exemple, c'est dans la Meuse. On remarque que l'eau de la Meuse, depuis 10 ans, est devenue très claire. Et on se dit, oh, peut-être que les stations d'épuration, on pollue moins, etc. Super. Mais c'est pas trop ça, en fait. On a introduit une palourde, donc un petit coquillage, vous voyez là, dans la Meuse, pas de manière intentionnelle. Et la palourde filtre toute l'eau et se nourrit du phytoplancton, donc toutes les petites algues qu'il y a dans l'eau. Et bien sûr, le phytoplancton, là on voit le taux de chlorophylle qui diminue. Donc là, c'est à l'écluse d'Andenne et là, je ne sais plus, et là on voit vraiment, ici avec la canicule, on a eu vraiment un pic de chlorophylle, et puis on a vraiment très très peu de chlorophylle, donc de phytoplancton. Et donc, comme le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire, toute la chaîne alimentaire est perturbée, on a beaucoup moins de poissons, donc beaucoup moins de cormorans, beaucoup moins... voilà, il y a beaucoup moins d'espèces de manière générale dans la Meuse maintenant. Et comment arriver cette palourde asiatique? C'est quelqu'un On ne sait pas trop. À la fin de son repas, ouais, où il y a beaucoup de gens qui ont un aquarium, ils vont le remettre dans la Meuse. Ici, dans le lac de Louvain-la-Neuve, il y a des tortues par exemple, et c'est des gens qui remettent leurs tortues. Mais les tortues, celles-là ne savent pas se reproduire, donc elles vivent là, elles meurent. Mais la palourde sait très bien se reproduire, et donc voilà, elle envahit tout. Et en fait, les bateaux sont des très grands vecteurs d'espèces exotiques, parce que quand ils sont à vide, ils ont des ballasts qui remplissent d'eau, et il y a souvent beaucoup de larves d'œufs qui pénètrent en même temps dans le ballast, puis ils passent du Japon au port d'Anvers, ils ouvrent leur ballast, toutes les œufs et les larves sortent, et là, il y a vraiment... la mer, elle est remplie, on a une homogénéisation vraiment du milieu à cause
de ces espèces, qui prennent souvent la place d'autres ou qui se nourrissent ou qui sont prédateurs. Et la cinquième cause donc, du déclin, c'est l'augmentation de la concentration en CO2. Donc cette augmentation fait qu'on a une acidification donc par processus chimique des océans, ce qui réduit le processus de calcification de nombreux coquillages. Donc les coquillages ont plus difficile à faire leur coque. Et un autre problème, c'est qu'il y a plus de dioxyde de carbone, et lors de la photosynthèse, ce dioxyde de carbone est utilisé par les plantes. Et donc ça permet, encore une fois, comme avec l'azote, aux espèces plus compétitrices de dominer les écosystèmes. Et aussi, on a des perturbations dans les cycles biologiques. Par exemple, les chênes avant faisaient des glands tous les 7 ans, et maintenant c'est vraiment très perturbé. Ils font vraiment beaucoup de glands tous les 1 à 2 ans. Et donc là, on a une perturbation des cycles aussi biologiques qui ont un impact sur l'écosystème. Donc voilà, maintenant j'ai parlé un peu des causes du déclin, je vais parler de quelques solutions qui sont déjà envisagées. Mais il faut savoir que les extinctions sont souvent dues à des causes multifactorielles, donc les changements d'utilisation du sol, etc. Donc ici, je reprends l'exemple de Haute-Fagne, où vit le symbole de Haute-Fagne, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le tétralyre, donc une espèce de coque qui vit dans les milieux ouverts. Et il en reste peut-être 6-7 maintenant dans le Haute-Fagne, donc il va bientôt disparaître, d'ici 1 ou 2 ans. Et pourquoi on a cette disparition? Parce qu'on a un changement d'utilisation du sol, on a planté beaucoup d'épicéas, on a une disparition de l'agriculture extensive, on a bien sûr les changements climatiques. Donc par exemple, il pleut beaucoup plus maintenant au printemps, au mois d'avril, quand il y a les poussins, et les poussins meurent de froid souvent. On a ici moins de neige, comme il fait froid dans le Haute-Fagne, le tétralyre aime bien se creuser des petits igloos, où il est isolé du froid pendant l'hiver. Mais s'il n'y a pas de neige, il ne sait pas creuser ses igloos, et s'il fait moins 5 degrés, il a très froid, donc vraiment son fitness diminue, il a moins de graisse, etc. Et aussi beaucoup de dépôts d'azote, comme je l'ai parlé. Et donc même si on restaure les milieux, on fait une réserve naturelle, etc., c'est pas pour ça que le tétralyre va reprendre vitalité, parce qu'il y a vraiment, c'est des causes multifactorielles et parfois globales, ou en tout cas au niveau macro. Et donc c'est parfois très difficile d'avoir des solutions efficaces. Mais il y a des exemples plus heureux, où par exemple on voit que c'est un pesticide, le DDT, qui avait vraiment un impact au sommet de la chaîne alimentaire sur les grands prédateurs. Et donc là le faucon, le pigargue, donc l'espèce emblématique des États-Unis, ont failli disparaître. On a pris des précautions, on a interdit ce pesticide, et on voit vraiment une augmentation des populations. Donc en 1994, on a eu le retour du faucon chez nous en Belgique, et hop, maintenant il y a plus de 110 couples actuellement. Donc là, on a vraiment des solutions efficaces, souvent quand c'est des facteurs uniques qui ont un impact, parce que c'est beaucoup plus facile d'agir. Une autre solution, c'est de protéger les territoires. Donc maintenant, il y a 12-13% des surfaces terrestres qui ont un statut de protection, et environ 3% des océans, 2,8%. C'est la meilleure solution pour réduire l'utilisation, l'exploitation des ressources, la destruction d'habitat. Mais il faut savoir aussi que dans ces 12%, il y a vraiment des zones qui sont protégées où l'homme est interdit d'accès, et c'est très sauvage. Mais par exemple, dans les parcs nationaux français, il y a vraiment encore du pâturage, et parfois il est vraiment intensif. Et donc ça a vraiment un impact par exemple sur toute la flore. Et donc ces 12% sont à relativiser par rapport à leur but vraiment concret. On peut aussi restaurer les habitats. Donc dans les régions très touchées par la dégradation des écosystèmes, la restauration est nécessaire, on ne peut pas faire juste protéger. Donc ici par exemple, c'est aussi en Ardennes, on voit qu'on a coupé tous les épicéas ici et ici pour restaurer les écosystèmes. Et on a creusé plein de mares aussi, ce qui va profiter aux tritons, etc. Vraiment des espèces emblématiques. Ou alors on va parfois même réintroduire des espèces qui ont disparu. Et parfois ça porte vraiment ses fruits. Et on a vraiment une augmentation des populations de beaucoup d'espèces qu'on restaure vraiment bien les milieux. Donc ça, c'est principalement, cette solution est appliquée vraiment dans les pays souvent très industrialisés et urbanisés. Aussi, dans les milieux agricoles, il y a les mesures agro-environnementales, les MAE, qui sont mises en place pour favoriser la biodiversité. On va protéger les haies, les mares,
On va mettre en place des bandes enherbées. On va essayer de convertir les agriculteurs vers une agriculture biologique. Donc là, il y a toutes des aides financières qui sont accordées, par exemple par mètre de haie. Le fermier aura des aides par nombre de mares de certaines tailles, il recevra des primes. Et ça, c'est vraiment pour favoriser la biodiversité dans les milieux plus agricoles. Il y a aussi bien sûr des lois de protection. Donc en 1973, il y a eu la CITES, donc c'est vraiment contre la chasse et le commerce d'espèces vraiment rares, menacées d'extinction. Donc en Europe, le loup a été protégé et maintenant il y a des centaines d'individus en France, en Allemagne. Donc on voit vraiment une augmentation importante de certaines populations de ces espèces. Il y a aussi des lois pour éviter l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. C'est vraiment typique en Australie, là ils essayent vraiment d'éviter toute nouvelle invasion, parce qu'ils en ont déjà eu beaucoup. Mais une autre solution, et que je trouve la plus importante, c'est informer et sensibiliser les citoyens, parce que selon moi, on ne protège bien que ce qu'on connaît, que ce qu'on ne connaît. Et donc il faudrait, on essaye parfois de reconnecter le citoyen à la nature. On essaye de montrer l'impact de nos actes qui peuvent être directs sur la nature, sur notre environnement, ou indirects. Donc maintenant, notre consommation a souvent des répercussions à des milliers de kilomètres, et on n'est pas du tout conscient que quand on mange du Nutella, c'est rien de... Enfin, maintenant, on est de plus en plus conscient que ça va sensibiliser. Ça vient d'huile de palme en Indonésie. Et donc, l'échange d'informations et la sensibilisation aux problèmes environnementaux est primordial. Il faut, pour un bon échange d'informations, il faut bien sûr des liens entre les différents acteurs, qu'ils soient politiques, citoyens, scientifiques, etc. Donc, comme les causes majeures du déclin de la biodiversité sont multiples, globales et en interaction, souvent les actions simples et locales ont peu d'influence sur le déclin de la biodiversité, sauf dans quelques cas uniques, par exemple l'interdiction du pesticide. Donc là, c'est plus mon avis. Pour qu'il y ait un changement dans les taux d'extinction, il faut vraiment que l'homme change son comportement de manière drastique. Donc on voit qu'il y a des alternatives qui existent aujourd'hui et que des solutions émergent. Mais on peut se demander si elles sont assez rapides, parce qu'on voit qu'en quelques dizaines d'années, beaucoup d'espèces auront déjà disparu. Et donc il faut une sensibilisation pour ce changement de comportement. Donc voilà. Donc là, je vais plus présenter Jeunes Nature, qui vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement. Donc Jeunes Nature, c'est la nature pour les jeunes et par les jeunes. Donc à 27 ans, on doit quitter la SBL, qu'on soit même... il y a des camps, des activités durant les vacances scolaires et des activités durant l'année scolaire. Il y a des activités plus thématiques, botanique, mammalogie, etc. Il y a aussi une formation longue d'animateurs nature. Donc, Jeunes Nature, il y a 3 employés, 60 animateurs et environ 500 membres en Wallonie-Bruxelles. Et donc, la nature pour les jeunes et par les jeunes, c'est instauré pour que les participants ils aient toujours des personnes un peu dynamiques, un peu naïves, des jeunes qui les guident dans la forêt, encore un peu rêveurs. Et aussi, les jeunes, les participants ont une relation fort différente avec des adolescents, des jeunes adultes, qu'avec des gens plus âgés. Et pour les animateurs, ça permet d'acquérir de nombreuses compétences. Donc les animateurs vont par exemple coordonner la SBL, gérer les finances, etc. Ils vont devoir prendre des responsabilités, donc c'est aussi important pour former les citoyens, selon nous. Et donc, parfois, on a différents types de messages qu'on veut faire passer aux jeunes, sensibiliser. Donc que la nature est en danger, on parle des différentes causes, des différents impacts de ce déclin de la biodiversité. Mais parfois, on ne sait pas trop où placer la limite. Est-ce qu'on doit dire aux jeunes qu'ils doivent devenir végétariens parce que manger de la viande, ça pollue énormément? Ça, on pourra en parler après peut-être. Est-ce qu'on doit manger local et de saison à chaque fois? Est-ce qu'on doit interdire les GSM, les voitures? Voilà, où on peut placer la limite. De premières interrogations un peu qu'on a, plus peut-être philosophiques.
Et donc maintenant je vais vous parler en quelques mots de l'ONG Sabuco. Donc c'est une ONG qui vise la protection de la nature et plus particulièrement des oiseaux en Géorgie, dans le Caucase. Donc il faut savoir que là-bas il y a énormément de rapaces qui migrent, donc plus d'1,5 million chaque automne, ce qui attire vraiment beaucoup de naturalistes. Et donc ces naturalistes vont pouvoir recenser les espèces, les protéger et aussi les étudier, avoir un impact sur la conservation de ces espèces. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui passent ici parce que donc 1,5 million de rapaces et des millions d'oiseaux, ce qui permet vraiment d'avoir une évolution des populations sur le long terme. On voit que certaines espèces diminuent, d'autres augmentent, donc c'est assez intéressant de suivre ces rapaces. Bon. Donc on essaie de concilier l'écotourisme, donc tous les naturalistes qui viennent là pour observer, et la conservation et l'écologie. Donc il y a des protocoles standards pour compter ces oiseaux, ce qui permet d'avoir un état vraiment des populations au fil des années. Et on remarque aussi qu'il y a beaucoup de chasse, donc les locaux tuent les rapaces, soit pour les manger, soit plutôt comme hobby. Donc il y a environ 10 000 rapaces qui sont tués chaque année, soit pour la nourriture, donc comme j'ai dit, donc 70% des gens mangent les rapaces qui tuent, ou mais c'est aussi une passion pour beaucoup d'entre eux. Et quand on voit ça, on n'appelle pas la police, venez les arrêter. On trouve ça que ce serait contre-productif. Donc on essaie de limiter l'interventionnisme auprès des populations locales, mais plutôt travailler avec eux et les sensibiliser en les impliquant. Donc pourquoi ils chassent les rapaces? Parfois ils ont un manque de perspective, ils sont pauvres donc ils chassent pour se nourrir et ils ne savent pas que ces espèces sont nécessairement en déclin. Donc notre but c'est essayer de créer des liens économiques avec l'environnement et avec leur patrimoine naturel. Donc grâce à tous ces écotouristes qui viennent là pour observer, on essaie de créer des opportunités d'emploi pour eux. Par exemple, les gens accueillent maintenant les touristes chez eux, ils ont des chambres d'hôtes et ça leur fait vraiment un revenu supplémentaire important. On fait aussi de l'éducation relative à l'environnement, donc on va dans les écoles géorgiennes pour présenter un peu ce que c'est les rapaces, on va les emmener observer les oiseaux, etc. On essaye, donc les écotouristes vivent avec les Géorgiens, et c'est toujours une bonne ambiance et c'est vraiment sympa pour eux. Et ça permet aussi un échange de valeurs. Et voilà, ils comprennent que les oiseaux sont importants, au moins pour certains. Voilà. Et on essaye d'impliquer au plus les chasseurs et les communautés locales. Donc il y a beaucoup de réunions, de présentations, etc. Donc en conclusion, la biodiversité est à la base des écosystèmes et les écosystèmes offrent des services indispensables à l'humanité, mais il y a des changements globaux qui induisent un déclin de cette biodiversité, donc un déclin des services, un déclin de notre qualité de vie et donc une série d'actions sont vraiment nécessaires pour endiguer ce déclin et qu'une sensibilisation semble primordiale à tous ces problèmes. Voilà. Merci beaucoup, Corentin. On t'a beaucoup interrompu, donc c'est pour ça aussi, mais il ne reste plus qu'une grosse vingtaine de minutes pour le débat. Ok. Donc je propose de lancer directement si quelqu'un a une question à poser. Moi j'avais deux questions, mais qui sont plus des questions d'avis par rapport à des questions générales liées à l'environnement. J'ai fait aussi une formation en guide nature et au moment où j'ai fait cette formation-là, on passait d'une classification qui était basée principalement sur l'observation à une classification sur la génétique et donc il y avait des espèces qui changeaient d'endroit, des choses comme ça. Donc je voulais avoir ton avis sur cette question-là, surtout en tant que naturaliste et scientifique. Et l'autre question, c'était par rapport aux services rendus par les écosystèmes. Il y a aussi une tendance d'une partie des scientifiques à essayer de calculer, à monnayer ces services pour essayer de
de voir, voilà, tous ces services-là, ça représente autant de millions de dollars pour le monde, et donc il faudrait le protéger. Moi, je suis assez dubitatif sur l'argument de monnayer la nature comme argument pour que les gens la protègent. Maintenant, voilà, je ne sais pas si tu connais un peu mieux cette problématique-là. Un peu, oui. Mais donc, pour la première question, avant, on classifiait les espèces en fonction de leur physique, plutôt. Donc, cette espèce-là ressemble à celle-là, hop, ça fait le même genre. Cette espèce-là ressemble un peu moins, enfin, tous ces genres-là se ressemblent un peu moins, ils forment une famille. Et on a remarqué que parfois, on classait mal les espèces. Donc là, c'est vraiment de la classification. Et quand on regarde dans le génome, donc dans tous les gènes, on peut vraiment mieux classer les espèces en fonction de leur origine. Et c'est ça la nouvelle classification phylogénétique. Donc si deux espèces ont un ancêtre commun, on va dire qu'elles sont proches, même si elles ne se ressemblent pas nécessairement. Et avant, on disait que deux espèces faisaient partie du même genre parce qu'elles se ressemblaient et pas parce qu'elles descendaient d'une espèce commune. Et donc, souvent, en fait, c'est plus ou moins bien de classer avec la nouvelle phylogénie, parce que des espèces avec une descendance commune auront souvent les mêmes mœurs, les mêmes traits d'histoire de vie. Donc, souvent, si on descend d'un ancêtre migrateur, on ne ressemble pas nécessairement à l'espèce commune, mais on est tous les deux migrateurs, on mange tous les deux des insectes, et on a un peu les mêmes fonctions dans l'écosystème. Donc, c'est peut-être mieux de classer selon la nouvelle classification. Et pour ta deuxième question, en effet, on monnaie de plus en plus les services que rendent les écosystèmes, mais c'est vraiment très difficile parce que comment on peut dire que le panda vaut $1 million, c'est vraiment personnel. Et donc là, il y a par exemple des enquêtes où on va interroger 300 personnes. Combien donnerez-vous pour voir un panda? Et donc, c'est souvent des études qui sont vraiment un peu mal faites. Et aussi, pour moi, on ne peut pas vraiment donner de valeur à quelque chose comme une espèce et son extinction. Enfin, on ne peut pas dire la vie d'un panda vaut $1 milliard. Et voilà, c'est un peu simpliste pour moi. Et je pense pas ça peut entraîner vraiment des... Par exemple, il y a eu ça pour le parc de Virunga, donc c'est un parc tout à l'est du Congo où il y a les grands gorilles, etc. Et on a dit, le parc de Virunga vaut 6, je ne me rappelle plus le chiffre exact, et c'est même le WWF qui a fait ça, $600 millions. Et puis quand on regarde de manière précise dans les chiffres, ils ont fait une enquête, combien vaut selon vous les gorilles. Puis ils ont dit, c'est trop important, donc ils ont divisé par deux le prix, et ils l'ont mis dedans. Et puis par exemple, s'il y a du pétrole en dessous du Virunga, ce qu'il y a beaucoup, on peut dire, l'écosystème vaut $700 millions ou 600 millions. Là, il y a $1 milliard, on va les prendre en pétrole, et on va vous donner à la population locale $700 millions, et nous on a un bénéfice de 300 millions. Donc c'est assez risqué en fait de faire ça. Et les gens, ils auront les 300 millions, mais aussi l'écosystème il sera dégradé, et pour toutes les générations futures, c'est perdu. Donc voilà. Il y avait aussi un peu le même genre de débat sur est-ce qu'il ne faudrait pas faire payer les gens pour profiter du service loisir des forêts, par exemple. Je crois que c'était en Angleterre où ils avaient envisagé de faire payer les gens qui allaient se balader en forêt. Et donc ils avaient fait une enquête, savoir combien les gens étaient prêts à mettre pour aller faire une balade. Et donc ils avaient envisagé... Moi je trouve que c'est pas idiot de se poser la question... Quand on remarque ça, je voudrais pas, mais... c'est très intéressant parce que on remarque, l'agriculture, les forêts, c'est vraiment dédié à un rôle économique. Et quand on regarde, on fait une enquête auprès des gens, on remarque qu'ils détestent marcher dans une forêt d'épicéas ou totalement monoculture, et qu'ils seraient même prêts à mettre... la valeur de l'écosystème en termes épicéas ne vaut rien par rapport à ce que les gens sont prêts à mettre. Et donc là, ça peut conscientiser quand même l'État. Nos citoyens, ce qu'ils veulent, c'est une vraie forêt sauvage, c'est de beaux paysages où il n'y a pas vraiment une monoculture. Et donc,
là, c'est bien pour conscientiser, de remarquer, les gens, ils adorent les forêts sauvages, les beaux paysages, mais ça peut tomber dans des travers où, voilà, ça vaut 100 € par personne, vous allez payer en rentrant dans l'écosystème. Donc voilà, oui, c'est un risque. C'est bien pour conscientiser, soit les politiques ou autres, mais c'est un risque assez important. D'exploitation financière. Tout à fait. En même temps, pour les vers de terre dans les champs, si les vers de terre disparaissent dans les prairies, Oui, c'est ça, c'est comme rapidement calculer quel est l'impact. C'est comme la pollinisation. Oui, il y a des choses qu'on pourrait monétariser en dehors du rôle social et de plaisir, etc. Il y a même les rôles économiques, peut-être. Et arriver à des chiffres astronomiques. Peut-être pour des choses très locales alors, mais pas au niveau global, comme ça peut se faire parfois. Mais disons que je trouve que le danger de monétariser est dans l'article que tu as envoyé ensuite de Nature, je crois. Ouais. Il y a toute une partie de l'article là-dessus. Le danger, c'est que du coup, tu mets la nature dans le mécanisme du marché, là où c'est une question politique en fait. Donc, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant de parler en termes de respect du bien commun, avec un système normatif qui le préserve. Parce que le mettre dans le marché, ça veut dire c'est un bien comme un autre substituable, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire instrumental. Alors tu peux élargir l'instrumentalisation à plaisir esthétique ou sportif, etc. Mais ça reste quand même instrumental. Là où peut-être que dans ce genre de contexte comme la biodiversité, c'est pas cette catégorie-là qui doit être mise en avant, quoi. Mais ça permet de conscientiser. Par exemple, quand on remarque qu'on construit des stations d'épuration partout maintenant en Wallonie, c'est des centaines de millions d'euros. Si on se dit on aurait gardé les marais qui purifieraient l'eau, ça aurait été peut-être 3 millions d'euros, ou peut-être, je ne sais pas. Et là, ça permet vraiment de conscientiser. On va protéger cet écosystème-là parce qu'il rend un service très important. Et si nous, on doit le faire, ce sera 10 fois plus. Les vers de terre, si on dit on va cultiver de manière intensive, les sols se dégradent, dans 15 ans, il faudra payer des milliards vraiment des milliards. Oui, mais ça, c'est pas monétariser les marais, c'est avoir une conscience plus élargie de l'épuration qui suppose pas forcément un technique. Je sais pas si c'est encore la même chose que de mettre une valeur. Mais souvent, si on arrive près du politique et qu'on lui dit, si tu protèges ces marais, ça te coûtera 3 millions, mais si tu les protèges pas, ça te coûtera 10 millions, il comprendra vite le calcul. Et c'est pour ça que c'est parfois intéressant. Alors c'est un argument politique qui fait intervenir des facteurs financiers, c'est pas encore la même chose que de donner. De donner une valeur intrinsèque et du coup de faire rentrer la nature dans le jeu de l'offre et de la demande. J'ai deux points à dire par rapport à ça. C'est que moi je suis c'était il y a 4 ans maintenant, le cours d'économie de l'environnement qui est donné ici. Et je me dis qu'on devrait noter quelque part d'inviter Thierry Drechet qui donnait ses cours. Et c'est vraiment uniquement ça qu'on fait, c'est qu'on donne un prix à telle université, et alors il y a des lois de marché, de taxes, de normes, on voit comment on pourra les préserver. Et donc je crois que le débat est hyper intéressant, mais c'est peut-être intéressant de voir quelqu'un qui vient expliquer comment ça fonctionne, comment on fait ça, et qu'après on voit entre nous, et avec la personne qui va présenter, quelles sont les limites, parce qu'il parle à la fin du cours, il explique qu'il y a des limites, il y a des choix à faire dans la politique sur qui on préserve ou qui on ne préserve pas, mais à un moment, est-ce que c'est des choix qu'on a à faire, ou est-ce que c'est pas justement l'idée de créer juste un non plus radical en disant on ne touche pas. Donc, il s'appelle comment ce Thierry Drechet. Le prof d'économie de l'environnement. Donc c'est vraiment à travers l'économie de marché, protéger l'environnement via la monétarisation du marché. Ça c'est ce qu'on voit dans le cours. Et je crois que ça peut être intéressant d'investir pour voir justement que ça permet de faire et quelles sont les limites aussi. Et il nous faudrait alors, parce qu'on va être vite démunis là, avec les arguments d'économistes, il nous faudrait un pendant. Enfin, il nous faudrait diverses approches, quoi. Une comme celle-là, qui est plus néoclassique, puis il nous faudrait quelqu'un comme la personne dont tu parlais. Il n'y a pas du CL. Non, mais tu me parlais, comment s'appelle la personne dont tu parlais, du CNRS là? Il y a un prof à Saint-Louis, mais encore à moitié. Mais sinon, c'est à Barcelone qui sont tous. Ah, c'est à Barcelone. Pour embrayer un petit peu sur la même thématique, la sensibilisation des populations, est-ce que c'est réellement une vraie solution? Et d'autre part, est-ce que ce n'est pas un peu culpabiliser ou accuser ceux qui peut-être n'y sont pour rien? Si on reprend l'exemple des prairies avec les vaches,
il n'y a rien à faire. Les fermiers, ils vendent leur lait. Ouais. On leur paye leur lait de moins en moins cher pour le vendre de plus en plus cher dans les supermarchés. Donc, il y a là toute l'industrie agroalimentaire qui, en fait, c'est elle qui pilote. Oui. Et comme Éric Lambin le montrait très bien la dernière fois, c'est très peu de toutes grandes compagnies qui pilotent l'ensemble. C'est donc très systémique. L'obligation des fermiers eux sont à moitié victimes du système. Mais j'ai pas dit que c'était leur faute, mais c'est là qu'est le problème. Okay. Et c'est pas dû aux agriculteurs, mais c'est en effet dû au marché. À la question. Est-ce que dans la littérature scientifique de la biodiversité, est-ce qu'on parle un peu, est-ce qu'on essaye de remonter un peu aux sources systémiques du problème? Ou est-ce qu'on reste dans une manière bien gentille de dire mais oui, on va sensibiliser les gens? C'est un peu ça la question. Mais la plupart du temps, c'est plutôt on reste dans notre monde et on ne va pas voir plus loin quelles sont les causes. Il y a assez peu d'études interdisciplinaires, mais c'est quand même, ça émerge de plus en plus. Et c'est vraiment ces dernières années seulement, avec les services écosystémiques, justement, on essaye de voir quelles sont les causes des changements d'agriculture ou autres, et pourquoi on va par là, et quelle serait la solution, les solutions envisagées. Donc par exemple le land sparing, etc., où on met des zones vraiment très intensives, et des zones d'agriculture plus extensives autour. Et voilà, c'est des concepts qui voient le jour, mais qui restent... qui ne font quand même pas modifier le système. Donc, parce que tu as deux forces en présence. Tu as cette force-là, de bonne volonté de toutes sortes de gens, mais il y a la force systémique de la machine économique. Est-ce que la première est capable de tenir la seconde? Les deux vont en parallèle parce que la force systémique est malgré tout tenue par des hommes qui soutiennent ce système. Donc, moi je crois qu'il faut travailler sur les deux. Donc, c'est pas que je veux privilégier l'une ou l'autre, mais en sensibilisant des enfants de 12 ans, si à un moment ça les réveille sur ces questions-là et qu'ils rentrent dans un système qui instaurerait mais c'est pas les mêmes hommes. C'est pas les mêmes hommes. Ouais. Un homme n'est pas égal à un homme. C'est pas les mêmes hommes. Ils ont un rôle dans la société qui n'est pas le même. Et il y a une confrontation entre ces deux. Donc c'est un débat politique qu'on crée en sensibilisant. C'est un débat sociologique, philosophique. Oui. Mais s'il y a des références de littérature... Mais je pense qu'il y a plus de livres que des articles scientifiques sur ce genre de problématique, parce que ça vraiment englobe, c'est plus systémique. Et donc c'est vraiment partir de la base pour aller jusqu'à... Plus comme Ziegler. Voilà. Et donc, il faut un bouquin pour décrire le déclin de la biodiversité, l'agriculture intensive, et les causes de cette agriculture intensive. C'est vraiment difficile à mettre en évidence de manière simple et efficace, et c'est souvent multifactoriel aussi. Donc voilà, c'est pas évident. Mais je ne suis pas non plus spécialisé. J'avais une question sur la question de monétariser l'environnement, c'est la question de si on paye les gens qui vont dans une forêt parce qu'ils trouvent ça beau, esthétique, c'est qui qu'on paye, c'est jamais la forêt qu'on va payer. Donc ce sont d'autres humains qui... Ça reste une affaire entre humains de protection, donc c'est aussi une limite qu'on a. C'est à côté de la limite marchande du choix qu'on a fait, c'est qu'on reste toujours entre l'humain qui paye, mais finalement la nature est... Sauf si on paye des humains qui vont spécifiquement protéger la forêt. C'est ça l'idée. Hein, ça, il faut assurer que ça crée un service pour la nature. Ouais. Donc il faut que l'argent qu'on paye ne soit pas donné à l'État qui va mettre ça pour aider à sortir des gens du chômage. C'est pas là à ça qu'il doit servir cet argent, même si on en a besoin pour les gens. Oui, mais même l'argent ne part pas dans la nature, il part dans l'économie de toute façon. Oui, sauf si, même si tu payes directement des gens pour, ou directement des clôtures, si tu payes quoi que ce soit, de toute façon, cet argent part de l'économie et contribue à faire augmenter l'économie qui après va demander aux fermiers de produire plus de lait, etc. Donc,
Sauf si c'est un service qu'on rend directement à la nature. Mais tu ne peux pas donner de l'argent directement à la nature. Non, mais le service que tu payes après à des humains qui devront le faire, pour être fait pour la nature. Mais lui, ce qu'il fera, c'est protéger la nature. Ça va contribuer, oui, mais Ça contribue ça contribue au PIB. Donc, Ouais, mais je suis d'accord. c'est bien. C'est la marchandisation de tous les services qui est En en fait, œuvre dans l'enseignement d'IFRA. C'est pas nécessairement. Vraiment, il y a un propriétaire de terre, il y a une forêt, et par hectare, il gagne 2000 € parce qu'il a une monoculture d'épicéa. Si on lui dit, on va avoir une forêt plus sauvage, tu vas gagner seulement 1000 €, mais les touristes qui viennent vont investir 1000 € par hectare. Donc là, la somme sera toujours de 2000 €, mais le bonheur, enfin, ça va quand même. L'économie restera stable, mais on aura quand même une monétarisation du paysage. Au niveau du bien-être. Encore le passage entre les deux, ça pose problème. Il faut compter le passage au niveau de temps ou au niveau de l'argent, de monoculture à culture mixte. Et donc, Oui. Ça doit faire plus de revenus après et on doit avoir l'argent pour commencer. Donc, Mais si aussi il produit, si on ne donne plus que 1000 €, c'est qu'il produit moins. Oui. S'il produit moins, on va aller déplacer cette production ailleurs, comme ça s'est passé avec les agrocarburants, avec d'autres choses. Oui, mais par exemple, on consommera moins parce qu'on prendra moins l'avion pour aller dans la forêt plus loin. Ouais. C'est ça qui est. Par exemple, quand j'ai montré au début les 1,4% de la planète où se trouve la plupart de la biodiversité, moi je pense pas qu'il faut protéger ces zones-là parce que pour voir la biodiversité, j'ai pas envie de prendre l'avion pour aller en Indonésie, j'ai envie d'aller à côté de chez moi voir cette biodiversité. Et donc je pense que ça peut être. Enfin, moi je suis pas pour. Je me fais un peu l'avocat du diable en disant qu'il faut payer pour aller dans les écosystèmes et dans la nature en général, mais ça peut permettre en tout cas de changer le but. Là, le but ultime de la plupart des terres, c'est la rentabilité. Que ce soit la forêt, l'agriculture, c'est gagner le plus d'argent possible, mais en fin de compte, ce qu'on veut, c'est aussi profiter de ces écosystèmes et plus qu'ils soient juste très homogènes. On veut de la diversité, des fleurs qui sentent bon, des oiseaux qui chantent, etc. Et si on diversifie le rôle des écosystèmes qui sont maintenant juste la rentabilité et la production, vraiment la production, ils pourraient être rentables un peu en production et un peu en service. Mais le déficit de production, effectivement, il faut le récupérer quelque part. Parce que la demande reste là. Enfin, il y a beaucoup de surconsommation et donc on pourrait. Mais ça revient à. C'est une autre question. Oui, mais l'industrie agroalimentaire ne demande pas mieux que ce qui est de la surconsommation. Oui, tout à fait. Mais donc on vient toujours au même point de départ qui est. Oui. C'est pour ça que cette question des besoins en tant que besoins de biodiversité, besoins, etc., différentes des besoins d'accumulation de rentabilité du capital, sont des ordres très différents qui doivent vraiment être bien réfléchis distinctement. Pour terminer, je vais peut-être encore une petite question. À un moment, tu distinguais donc 3 types de services que rendait l'écosystème. Ouais. Et donc, il y avait une catégorie, c'était les services sociaux, et ça incluait les aspects esthétiques, de loisirs, etc. C'est une catégorie que toi, tu crées pour les biens de l'exposé, ou bien c'est un truc standard qu'on appelle besoins sociaux, les aspects Je pense pas que c'est toujours social le terme qui est utilisé. Mais en tout cas, il est quand on classe les services, il y a toujours cette classe qui arrive, esthétique, environnementale, spirituelle. Et c'est vrai que là, j'ai repris une publication du CNRS, je pense, et il était mis à caractère sociaux, mais je ne sais pas si c'est vraiment social le meilleur terme, si c'est la question. Non, je ne sais pas, parce que c'est... En tout cas, cette série de services revient la plupart du temps et on ne l'oublie jamais, entre parenthèses. Parce que ça fait écho,
à une autre problématique, mais en philo, il y a pas mal de débats autour de la question de la valeur intrinsèque de la nature. Et alors, il y a notamment un gars qui a écrit un article assez connu là-dessus, où il distingue 10 façons de valoriser la nature. Et alors, bon, chacun de ces points, bon, il n'y a pas olfactif et sonore, mais ça me faisait penser à ça, parce que c'était un peu les mêmes catégories. Oui, là, il y a les services à droite. Bon, alors évidemment, les 2 premières colonnes, je crois que dans la logique philosophique, ça rentre dans fonctionnel ou utilité matérielle directe. Après, les 9 autres essayent de problématiser. Et je pensais que c'était un truc de philosophe, en fait, de s'intéresser à ces 9 autres façons de valoriser la nature. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir si c'est toi, parce que tu es sensible à cet aspect-là, qui le met aussi dans la littérature. C'est quand même vraiment un ensemble de dimensions du service de la nature qui compte quoi, dans les débats. Dans les débats où on parle de service écosystémique, par exemple, on essaye de... si on veut monétariser, dans la plupart des papiers, on va monétariser les 3 groupes. Et donc, on va justement faire un questionnaire. Est-ce que la qualité esthétique compte pour vous? Combien vous mettez d'argent, olfactif, sonore, etc. Et on demande parfois, soit à des experts, soit des enquêtes plus de rue, ou alors à l'entrée de parcs nationaux. Voilà, est-ce que vous voulez plus ce type d'habitat ou autre? Et là, vraiment, c'est de manière générale vraiment pris en compte. C'est pas juste moi qui suis un peu... Donc ça intervient, quoi. Oui, la plupart du temps, j'ai rarement vu... Et justement, je pense qu'on les met toujours parce qu'ils sont très difficiles à monétariser. Et si on prend juste les services d'approvisionnement, on peut dire, voilà, les services alimentaires, c'est 100 000 €, ça c'est 200 000 €, et ça, c'est très facilement calculable. Tandis que la qualité de l'environnement olfactif est vraiment plus difficile à calculer. Et c'est pour ça que je pense, la plupart des écologistes sont un peu naturalistes, et ils ont un peu ce garde-fou de service. En même temps, dans les services, il y a des trucs vachement économiques. Production d'animaux pour la chasse. Oui, c'est ça. Oui, mais la chasse, il y a des gens qui aiment aller à la chasse. Oui, d'accord. Mais... Et on peut dire, voilà, le chevreuil ou Mais on est loin, de ce que Charlotte disait par rapport à mon avis, ce dont on parle en philosophie, par rapport à la valeur intrinsèque de la nature. Je pense qu'on est très loin de ça, quoi. Oui, c'est vrai. En Belgique, oui. Chez Rolston, le gars dont je parle, il y a quand même, en tout cas, le tourisme et la nature, le support d'activités sportives ou de loisirs. Peut-être que le mot production est ambigu ici. Parce qu'il n'implique peut-être pas de producteur, simplement la nature produit. Oui, mais je veux dire, la chasse en tant que telle, en Belgique, oui, en Belgique, mais si on regarde au niveau... Il y a des gens qui adorent aller dans la nature, se balader, et parfois tuer un animal, et c'est un plaisir, comme il pourrait être olfactif pour certains, ou de voir un beau paysage. Mais une des productions, mais je me demande si c'est le deuxième, c'est tout ce qui est production de pétrole, qui est un énorme service à l'économie aujourd'hui. Ça sert en soi un service que produit la nature, mais qu'elle a pris des milliards d'années pour le produire. Oui. C'est un service. La nature, par son fonctionnement géologique et tout ça, son histoire. Mais là, je pense que c'est la plupart des services à court terme, je pense. Parce que ça pourrait se trouver très mal là-dedans aussi. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir le diaporama, ne fût-ce que pour ces blocs-là? Je peux vous envoyer... Moi, je me demandais la même chose. Est-ce que ce que tu présentes en introduction aussi, pour avoir un retour des questions qu'on se pose, serait chouette ou bien on fait une Dropbox où on dépose tout, ou un système où les gens peuvent aller chercher s'ils veulent. Je peux peut-être faire, en tout cas avec mes slides, moi je peux faire un document Word, ce sera plus facile que vous les chaque fois. Et puis alors les différents, même celui de... Eric Lambin, oui, il avait demandé, mais il dit que c'est trop lourd en fait, comme il avait plein de fichiers, il a fait un peu un patchwork avec son truc, donc lui, je sais pas si c'est ça ou s'il a pas voulu, mais enfin bref, il ne l'a pas envoyé. Oui, il met en PDF. Tu l'exportes en PDF. Mais c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais pas insister. C'était un long mail pour me dire non. Ne le fais pas en Word, tu vas passer trop de temps. Tu l'exportes en PDF. Oui, tu l'exportes en PDF, tu l'envoies.
Mais si par exemple on ouvre une Dropbox, on pourrait dire voilà, déposez votre présentation là-dessus, et comme ça il y aura peut-être encore un incitant caché pour Eric Landon aussi s'il se dit ah ben c'est vrai, et tu peux mettre en remarque pour que ce soit facile et sortir en PDF. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on note et qu'on se demande, c'est vrai qu'on... Oui, c'est plus facile. Une petite remarque peut-être conclusive, mais parce que j'ai constaté quand même un problème conceptuel dans l'interdisciplinarité, c'est que je vois que vous utilisez naturaliste. Quelqu'un qui est naturaliste, c'est un amoureux de la nature pour vous, ça. Mais en fait, ça c'est très comique parce qu'en philo, si quelqu'un vous traite de naturaliste, pensez pas que c'est un compliment, ça veut dire que vous aimez la nature, c'est totalement le contraire. Les naturalistes, c'est le courant ontologique qui prend son essor avec la modernité, qui est le corrélat de la vision en fait cartésienne, de réduction du vivant, de la nature en général à l'état de choses, d'objectivation. C'est l'attitude scientifique d'objectivation de la nature. Donc quand on dit que quelqu'un est naturaliste, c'est que précisément il ne voit aucune profondeur dans la nature. Oui, c'est ça, c'est le mécanisme en fait, complètement. Donc voilà, c'est quand même assez comique. Le naturaliste objectifie un peu le vivant, puisqu'il va essayer de reconnaître une plante. Il ne projette pas grand-chose. Enfin, si, il peut, mais je veux dire, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'un naturaliste peut avoir une vision comme ça d'observateur, de classificateur. Tu n'es pas seulement scientifique, tu es aussi naturaliste. Oui. Ce que tu veux dire, c'est pas seulement. Naturaliste, c'est la personne qui va dans la nature, qui va l'observer. Que tu aimes la nature, c'est ça qu'il voulait dire. Oui, mais ça pourrait être aussi simplement. Enfin, il y a des naturalistes qui sont très scientifiques, qui aiment bien classer, qui aiment bien savoir. Ça c'était le plante, ça c'était le truc, ça c'était le truc. Et une vision très, je dirais spécifique et pas globale peut-être. Il y a une part de naturalistes qui sont comme ça. Il faut mettre une page de Wikipédia sur Wikipédia. Ouais, voilà. C'est peut-être déjà le cas. Ouais, peut-être bien. Eh ben, merci beaucoup pour votre podcast. Et le prochain exposé, ce sera donc Olivier Vermeulen, début décembre, le 2 décembre si je me trompe pas. Et donc voilà, d'ici là, si tu peux m'envoyer un titre et une petite présentation de la personne.